Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette série Webby-Parents. Je vais enregistrer ici l'introduction en fait à la série pour vous présenter un petit peu les objectifs et puis à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange en hiver. Alors bienvenue tout le monde, à vous qui êtes inscrits à cette série d'ateliers d'éducation à la sexualité pour les parents. Je vais commencer tout de suite en partageant mon écran. Alors, j'y vais ici, PowerPoint, voilà. Donc, j'espère que ça fonctionne. Oui, cher, c'est bon. Alors, donc, comme je disais, il s'agit d'une série que je vais vous présenter ici. Et puis ensuite, vous pourrez directement aller chercher pas chaque épisode, mais chaque atelier à part. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Alors, je me présente. D'abord, mon nom est Nathalie Albertini. Moi, je suis intervenante en santé sexuelle globale et puis plus spécifiquement en périnatalité, allaitement, postnatal. C'est vraiment ça ma spécialité. Pendant 15 ans, j'ai fait du soutien aux familles, de l'assistance aux sages-femmes, de l'accompagnement vraiment au postnatal et aux accouchements. Et puis, j'ai surtout aimé énormément, concevoir des formations, des conférences, du contenu. J'ai écrit aussi quelques ouvrages, des essais, un roman, beaucoup, beaucoup d'articles, de contenu, en fait, pour le web, à propos de toutes ces questions de santé, sexuelle, périnatalité. Et puis, j'ai animé aussi des ateliers d'éducation à la sexualité pour différents âges. Et justement, parce que j'ai un passif, avec les familles, les parents, je me suis dit que ce serait bien de donner quelques outils aussi aux parents, puisqu'on parle beaucoup d'éducation à la sexualité pour les enfants, mais quand leurs propres parents ne comprennent pas en fait de quoi il s'agit, je trouve que c'est quand même dommage. J'ai aussi organisé des événements sur le postnatal, comme un sommet virtuel. Et puis, je suis en train de finaliser là, un podcast qui parle de maternité et de transformation à travers la maternité. Alors la série elle-même, elle comprend 7 ateliers qui vont approximativement durer 40 minutes chacun. Donc vous voyez que ça se prend bien. Les sujets, on va les passer tout à l'heure. Je vais vous en dire un peu plus. Donc, juste pour vous introduire un petit peu à l'éducation à la sexualité de manière générale, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité. Donc, ça ne veut pas seulement dire que c'est une absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle, c'est pour tout le monde. Et puis, ça peut vouloir dire des choses très variées et différentes selon les âges, selon les personnes, selon leur environnement, leur éducation, leur contexte, bien sûr, de vie. Et la possibilité, en fait, de vivre des expériences sexuelles sûres, sécuritaires, exemptes de coercition, bien sûr, sans discrimination et sans violence. C'est aussi, une façon, une approche, d'avoir une approche non, c'est une manière de concevoir, en fait, une approche positive et respectueuse de la sexualité. Donc pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, bien sûr, les êtres humains ont des droits et toutes les personnes doivent être respectées et protégées, à travers ces droits. Évidemment, ça ne veut pas dire la même chose pour tous les pays, toutes les, législations, mais ça reste que selon l'Organisation mondiale de la santé, beh, ça fait partie des droits, hein, au même titre que alors c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes et tous les êtres humains, donc je trouve ça intéressant de se questionner, plus largement comme ça dans une perspective justement mondiale et par rapport aux droits. Alors, dans la santé sexuelle, quand on étudie, cette question, puis qu'on s'en va à l'école, on peut avoir une idée de la sexualité qui est très, heu, focusée sur la biologie, c'est-à-dire le développement et le fonctionnement du corps humain. Donc dans la santé sexuelle, on parlait énormément de reproduction avant, les ateliers d'éducation à la sexualité servaient essentiellement à ça, à parler de santé reproductive. Mais, la santé sexuelle, c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que même quand on va parler d'émotions, de désirs, de relations, de la satisfaction ou l'affirmation de soi,
c'est-à-dire une dimension plus psycho-affective, eh bien, on va encore parler de santé sexuelle. Quand on va parler des normes sociales, des stéréotypes, par exemple, ou des pratiques culturelles, ou aborder le cadre juridique de la santé sexuelle, eh bien, on va être dans une dimension socioculturelle de la sexualité. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus vaste que la biologie ou la génitalité, par exemple. Mais aussi, on peut aller vers la dimension morale de la vie sexuelle, donc en parlant des valeurs, des croyances, des principes qui sont reliés à la sexualité. Et ça, c'est évidemment fortement intéressant dans peu importe le contexte où on soit. Il y a toujours des questions philosophiques reliées à la morale et, comment dire, bah, je ne sais pas moi, si on parle de quelque chose comme le consentement, eh bien, il y a des tas de choses, très, philosophiques à dire autour du consentement. Évidemment, on peut en parler d'une manière juridique en disant, bah, le consentement, il faut être d'accord, sinon il y a violation du droit, d'une personne à consentir ou et cetera. Mais d'une valeur morale aussi, ou dans les croyances des gens, eh bien, on peut discuter de cette question au niveau moral. Donc, vous voyez que c'est intéressant de se questionner sur toutes les dimensions de la sexualité. Je n'ai pas parlé de la dimension relationnelle, mais c'est certain que ça aussi, chez les enfants, à tous les âges, c'est très, très important puisque, en plus, ça fait littéralement partie du développement de l'identité chez les humains. La relation à l'autre, elle est fondamentale dès le début de la vie. On est en relation avec, d'autres personnes et bien sûr, ça vient toucher l'affectif, ça vient toucher la sécurité émotive et ça vient, participer, au développement, par exemple, du langage, de la communication. Donc, dès qu'on est en interaction avec d'autres, avec nos soigneurs, avec nos parents, il y a, quelque part une dimension psycho-affective et relationnelle qui vient s'enrichir et qui vient de affirmer notre identité. Donc vous voyez que la santé sexuelle, je vous montre ça, cette roue-là des dimensions de la sexualité, elles sont très larges et elles comprennent en fait toutes les étapes du développement chez l'être humain. Et dans tout le courant de la vie que comprenne un enfant de 3-4 ans ou une personne âgée beaucoup plus tard dans sa vie, toutes ces dimensions coexistent et sont interreliées. Donc une personne entière, une personne intègre, hem, va développer toutes ces dimensions et va surtout les nourrir tout au long de sa vie et chercher un équilibre à travers ça. La sexualité, c'est pas seulement la génitalité ou la santé sexuelle physiquement, c'est aussi moral, affectif, culturel et relationnel. Donc, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut mieux avoir une idée de c'est quoi, l'éducation à la sexualité. Parce que réellement, évidemment, la recherche se développe. Il y a énormément de choses qui se mettent à jour au gré des recherches et on sait maintenant, en 2025 qu'on a de plus en plus d'outils pour éduquer parce qu'on connaît mieux, en fait, les besoins, par exemple, d'un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 15 ans ou, les besoins d'un jeune adulte de 22 ou, d'une personne un peu plus âgée, une mère de famille ou quelqu'un qui est passé par une dépression ou quelqu'un qui a donné naissance. Donc, quelle est la psychologie chez tous ces âges et à quel point, au niveau des droits, justement, on peut se demander, en fait, comment éduquer? À quels âges éduquer? Alors ça, c'est très intéressant puisque une génération comme la mienne, par exemple, ben, on a eu très, très peu d'éducation à la sexualité. Hein, si on était chanceux dans nos familles, on en a parlé. Parfois, on a eu un livre, on a eu accès à quelques trucs qui nous ont éduqués, mais c'était beaucoup de d'autodidactes, je dirais, dans ce domaine et justement, il nous a manqué des morceaux. Alors, aujourd'hui, beaucoup de parents, qui ont mon âge se retrouvent devant, des jeunes, des ados ou des jeunes adultes qui, réclament des réponses et qui ont besoin de vivre, l'épanouissement de leur santé sexuelle avec une information, et c'est un droit, effectivement. Alors comme c'est un domaine en évolution, je pense que c'est important d'outiller les parents autant qu'on peut le faire. Alors je continue ici pour vous, faire part de ce qui est rendu obligatoire maintenant dans les écoles au Québec, que ce soit au préscolaire,
au primaire, à l'école secondaire, il y a des cours d'éducation à la sexualité qui sont effectivement des contenus adaptés à tous les âges. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. On a commencé à penser à ça dans les années 70. Bon, c'est seulement dans les années 80 qu'il y a eu un premier programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui a été élaboré par des sexologues et puis appliqué aux âges, aux écoles. Mais c'était encore quand même un petit peu boiteux. Vous voyez, en 2001, EVA, ça a été aboli, puis on a commencé à regarder ça un petit peu plus au travers des études et puis de la littérature disponible. Et là, c'est seulement en 2015 qu'un projet pilote a été élaboré pour donner la formation qui existe aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est depuis 2018 que l'éducation à la sexualité est devenue obligatoire dans les écoles du Québec. Donc, c'est vrai un petit peu partout au Canada, mais ça c'est pas, normalisé, disons, tout près. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment un tronc commun à tous les âges où est-ce que, on doit aborder des questions telles que la connaissance de soi, la croissance sexuelle et l'image corporelle, l'identité et les rôles sexuels, les relations interpersonnelles, donc comme je disais au début, avec, toute l'histoire des amitiés, des relations, heu, vraiment sociales, on va développer une philosophie, une réflexion autour de ça avec les enfants. Ensuite, bien sûr, la sexualité, l'orientation, le désir, l'expression, le plaisir et puis tout ce qui s'ensuit. La violence sexuelle, très, très important. On a vraiment élaboré, depuis plusieurs années que dans l'éducation à la sexualité, c'était important de faire de la prévention, aux agressions sexuelles, entre autres, et aussi ben, de défaire un peu la la culture de la violence sexuelle, et aborder le fait que c'est un droit à l'intégrité, évidemment. La grossesse et la vie parentale, donc donner les clés aux enfants aussi pour comprendre et connaître la manière dont ça fonctionne, la prévention, les réalités variées aussi, diversifier les projets de vie et puis les choix qu'ils ont, hein, tout ce qui va en amont de ce genre de projet. Et puis par la bande, bien sûr, la prévention au niveau des infections transmissibles sexuellement et par le sang, pour faire du dépistage, de la prévention et de la protection, bien sûr, dès le plus jeune âge. Bon, c'est sûr que c'est pas à 5-6 ans qu'on parle des ITSS, mais dès que possible, en tout cas au pré-ado pour, prévenir, évidemment des donc ici, quand, vous avez accès à ce document, je vais vous le transmettre si vous êtes inscrit à la série. Vous allez avoir ce lien, mais ça se trouve sur internet. C'est quelque chose de moi qui se trouve dans les documents du ministère. Ce sont des publications du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et ici, vous avez, les contenus, par âge et par, niveau, en fait, donc avec les thèmes dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, vous voyez croissance sexuelle humaine et image corporelle. Si on prend, par exemple, de 4 à 5 ans, donc là, on parle vraiment du préscolaire, situer les parties du corps, les notions de ce qui est intime, ce qui est personnel, et cetera. L'importance de prendre soin de son corps, l'hygiène et l'appréciation de son corps. Donner des exemples de ce que le corps permet de ressentir et d'exprimer. Donc là, on va parler des sens, on va faire part de ses besoins, de ses souhaits, de ses limites. Donc, vous voyez, ce sont toutes des notions qui vont servir à répondre à la curiosité naturelle des enfants, à l'égard du corps, bien sûr, des parties anatomiques, mais aussi de leur donner le bon vocabulaire et puis nommer, en fait, ce qui est inapproprié ou approprié. Donc, avoir des outils déjà à un très jeune âge pour savoir ce qui se fait ou ce qui se fait pas, ce qui est possible, ben, c'est quand même très important parce que ça sème les graines, si vous voulez, d'une, appropriation, saine de ce que peut être la perception de notre propre corps et des limites, évidemment, avec autrui. Donc si on parle au préscolaire, vous voyez, de grossesse et naissance, ça, c'est les contenus vraiment qu'on va aller chercher au préscolaire. Donc, décrire les étapes de la naissance, nommer des gestes qui contribuent à accueillir le bébé dans sa nouvelle famille, par exemple. Donc, vous voyez, en âge préscolaire, les enfants sont très curieux, à l'égard des fonctions sexuelles à l'origine des bébés
et puis comprendre des concepts liés au phénomène de grossesse et de naissance. Alors ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, parler avec des enfants de cet âge-là d'enfantement, d'allaitement, de famille, c'est toujours passionnant. Ensuite, ben, quand on parle, vous voyez, des autres sujets, ben, des autres thèmes abordés à l'école, bon, on va avoir vraiment, par exemple, au niveau de la globalité de la sexualité, vous voyez, c'est divisé par année. Donc, premier cycle, première année, troisième année, sixième année. Donc, en général, en 1-2, on va y aller avec des notions puis des capacités qui sont adaptées à la compréhension de ces enfants-là. Vous voyez, le tableau nous permet de voir aussi pourquoi c'est contenu, hein. Alors, la sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels, mais ne s'y limite pas. Il comporte plusieurs dimensions, comme on a vu. Ça s'exprime et se vit de différentes façons selon l'âge et le niveau de développement. Alors, la sexualité présente dès la naissance quelque chose de naturel qui se développe tout au long de la vie à travers différentes étapes du développement global des enfants, des ados et des adultes. Alors aussi, on essaye de donner aux enfants, des ressources, hein, à chaque fois que ce soit, premièrement dans l'école, auprès de leurs professeurs évidemment, mais il y a aussi des organismes communautaires, des divisions des CLSC, des ressources là, institutionnelles qui leur permettent d'aller chercher de l'information. Donc par exemple, quand on parle des adolescents, un peu plus vieux, vers l'âge de 12 ans, 14 ans, 16 ans, mais ils peuvent se rendre aussi dans un service de santé et poser des questions, avoir accès, par exemple, à des hem, cliniques pour la jeunesse, hein, qu'on appelle en santé sexuelle, mais ça peut être pour toutes sortes de besoins et pour chercher de la contraception, pour avoir des réponses à leurs questions. Et puis évidemment, dans les écoles, on essaye évidemment quand, il n'y a pas forcément d'infirmières disponibles, mais d'avoir des ressources pour les enfants. Vous voyez ici, image corporelle, croissance sexuelle, donc on va aussi parler, du développement, hein, de comment on grandit, de qu'est-ce qui change. C'est des âges aussi, à partir de 9-10 ans, 11-12 ans avant de commencer le secondaire où les enfants vivent vraiment des grandes transformations dans leur corps. La puberté qui peut commencer et puis, ça l'affecte évidemment, bien sûr, beaucoup de choses, les hormones, le mental, les intérêts aussi des enfants. Alors, ils ont énormément de questions et c'est sûr que parfois ces ateliers-là peuvent commencer avec une petite gêne, où on ne sait pas trop comment nommer les choses, poser ces questions, mais la plupart des gens qui sont, formés pour, animer des ateliers vont avoir des ressources, des outils là pour, par exemple, prendre des questions anonymes, les écrire, avoir des cahoot comme on appelle. Ça, c'est des choses que les gens répondent avec leur téléphone et puis ça vient dans une présentation ensuite de manière anonyme. Donc on a des réponses aux questions ou des questions à auxquelles répondre comme animateur d'atelier, sans pour autant que les enfants soient obligés eux-mêmes de parler ou de dire, mais il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de groupes où les enfants se font confiance, et puis, c'est possible de poser des questions, on le souhaite toujours. Mais à chaque fois que j'ai animé, ces ateliers-là, moi, c'était plus avec des, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Hem, les enfants ne posent pas toutes les questions devant tout le monde, mais il va toujours y avoir, des choses un petit peu plus difficiles à nommer qui vont venir, par exemple, après ou par écrit ou les parents qui en reparlent avec nous. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a eu des ateliers comme ça et puis qu'on peut continuer et poursuivre la discussion. Donc je vous disais aussi au début qu'un des thèmes phares dans tout le contenu, c'est l'identité, les rôles, stéréotypes et normes sociales. Donc ça va être un des sujets de nos ateliers, dans la série que j'anime et c'est vraiment une question centrale, heu, que chaque personne, traverse en fait, dans la création de notre propre identité. On va essayer de comprendre en fait par rapport aux stéréotypes et aux normes, c'est quoi les rôles sexuels? Puis est-ce qu'on veut entrer là-dedans ou non, hein? C'est bien sûr, se conformer, c'est pas un défaut, mais c'est important de comprendre, ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Est-ce que la société souhaite? Est-ce que nous, aussi on a besoin pour s'affirmer, pour se définir, comme personne? Alors, on donne des clés aux enfants pour qu'ils puissent, avoir des choix et avoir une idée large, un sens critique aussi par rapport à la société. Ensuite, la vie affective et amoureuse, très important.
La sexualité, évidemment, ce n'est pas que génital, hein, c'est aussi bien sûr tout ce qui peut se passer dans les émotions, dans le cœur, les interrogations, on peut faire des expériences, on peut avoir des représentations. C'est important de comprendre que les autres aussi n'ont pas toujours la même définition, de c'est quoi les sentiments, l'amour, l'engagement, par exemple, la question de l'engagement, extrêmement important. Surtout, dans ces temps-ci où il y a l'omniprésence des nouvelles technologies de l'information, les jeunes sont très, très, liés, à travers des relations virtuelles, et des pas des stéréotypes forcément, mais des représentations, des images de certaines choses et de certaines relations ou certaines mises en scène. Alors, il faut être prudent aussi et leur apprendre à développer leur sens critique. Alors, j'ai parlé déjà de la prévention des agressions, et de la culture de la violence. Au niveau de la sexualité, c'est vraiment encore une fois très important. Bien sûr, ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu des abus, il y a toujours eu de la violence sexuelle et puis, de la violence conjugale, des féminicides, du harcèlement, des choses comme ça. Mais c'est important, dès le plus jeune âge, d'outiller les enfants à savoir qu'ils doivent développer une forme d'autoprotection et puis aussi d'être sensibles, s'ils sont témoins ou s'ils peuvent aider d'autres gens. Donc, de développer une culture collaborative puis, d'entraide plutôt que de méfiance, de peur et cetera. Alors, là aussi, on donne des outils aux enfants selon leur âge, de savoir dans la vie réelle, qu'est-ce qu'un enfant peut accepter, ne pas accepter, comment aller chercher de l'aide, toujours aller chercher des personnes de référence en qui on a confiance. Donc, c'est de faire aussi des plans, des scénarios où, on peut parler de certaines choses et les réfléchir en groupe et puis tout à coup, ça va donner, justement des éléments aux enfants. Si jamais ils sont dans une situation embarrassante, où ils se sentent pas bien, ils vont pouvoir, parce qu'ils ont déjà fait le scénario en quelque sorte, être capables d'aller demander de l'aide ou bien de réagir. Et puis bien sûr, au niveau de la grossesse et de la naissance, ben, on continue avec ces contenus-là, plus tard au primaire, comprendre la conception, discuter du développement du fœtus dans l'utérus et cetera. Donc, et puis j'ajouterais qu'on peut parler aussi de l'allaitement, de devenir parent, tout ça aussi, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à vous voyez, tout ça, c'est mis à jour chaque année, mais on a, évidemment énormément de liens, de lectures, de choses qui sont disponibles pour poursuivre la discussion avec les enfants. OK, alors, ici dans mon diaporama, je suis, à l'étape où je vais mmh, alors, on va parler, du premier atelier de la série qui va porter sur les stéréotypes de genre et les normes sociales. Alors ça, c'est quelque chose, vraiment d'intéressant, comme j'ai dit tantôt, qui peut concerner, heu, beh, tout ce que la société nous enseigne, nous éduque à faire, qui est, justement stéréotypé et d'outiller, les enfants à savoir alors ça, comme parents, c'est vraiment super intéressant, de savoir qu'est-ce qui est dit aux enfants, puis de comprendre que nous-mêmes, on en a, hein, des clichés puis des stéréotypes dans notre façon de voir la vie et puis on les transmet, hein, on les nomme, on les véhicule souvent à nos enfants. Alors, quand vos enfants vont venir et questionner ça, ben, ça peut être intéressant d'avoir des discussions à ce sujet. Ça va pas être pour défaire forcément tous vos stéréotypes auxquels vous tenez, mais savoir que ce sont des stéréotypes et que vos enfants, vont en fait probablement les voir, encore de manière encore plus, vive que vous, ce que vous en comprenez, ça peut être vraiment intéressant. Alors le deuxième atelier, c'est l'image corporelle et l'injonction au bonheur. Donc je suis certaine que ce titre peut déjà, vous donner des idées à vous, de la perception qu'on peut avoir de notre propre corps, mais aussi de ceux des autres, des dictats culturels par rapport à l'image corporelle et puis encore une fois, de la manière dont on est éduqué, hein, Heu, à savoir que oui, est-ce que est-ce que tout est valide? Est-ce que tout est, valorisé aussi ou validé? Pas toujours. Comme vous savez, on vit dans un monde où on impose beaucoup de standards de beauté ou par exemple, les injonctions à la minceur ou à
l'esprit sportif qui sont bien vus, mais ça engendre aussi des impacts. Ça a des impacts sur la santé mentale, pas seulement des enfants, mais aussi des adultes. Alors, encore une fois, en tant que parent, ça peut être vraiment très outillant d'avoir des informations à ce sujet, puis d'essayer d'observer un petit peu la manière dont on interagit avec nos enfants sur ce thème. Alors, le troisième atelier va parler de la diversité sous toutes ses formes. Donc, quand on parle de diversité, c'est vraiment autant l'origine ethnique, la couleur de peau, les âges, pas la classe sociale, mais tu sais, le niveau de vie ou le quartier ou la langue. Alors, la diversité, c'est tellement vaste que ça parle de respect. En fait, c'est vraiment d'acquérir les outils dès le plus jeune âge pour comprendre un peu que l'autre est toujours différent de soi et que, comment dire, vouloir le respect des autres, c'est aussi être capable de développer son esprit à manifester, témoigner du respect pour les autres et pour ce qui est différent de nous. Alors, vous voyez que dans ce monde, c'est une qualité qui doit s'entretenir, se développer. Et c'est vraiment une chose formidable qu'on puisse en parler à l'école. Ensuite, je vais vous inviter à... oups, on était au troisième, au quatrième atelier. Je vais vous inviter à comprendre un petit peu ce que les enfants apprennent sur le consentement et le bien-être relationnel. Donc, comme je vous ai déjà dit tantôt, c'est sûr que ça tourne autour de cette notion hein, que la sexualité n'est pas reliée uniquement à la génitalité ou aux expériences sensorielles, physiques et tout, génitales, mais plutôt vraiment de comprendre un peu que toute l'interaction et le lien qu'on va créer avec d'autres humains, d'autres gens, ben, c'est très précieux, c'est très important dans notre vie. Et donc, encore une fois, on doit le vivre avec respect, on doit l'appréhender avec ben, des outils pour comprendre l'autre, mais aussi pour savoir dans quelle mesure est-ce qu'on s'engage et de quelle manière est-ce qu'on peut être le plus transparent possible avec les autres et offrir quelque chose, encore une fois, un espace sécuritaire dans lequel nous, on peut s'épanouir, mais on peut aussi respecter les autres et être heureux. Et même chez les très jeunes enfants, en fait, c'est formidable de voir que, ça les outille dans leurs amitiés, dans leur expérience de l'amitié, par exemple à l'école ou dans leur vie sociale, heu, à l'école ou, dans le voisinage ou dans l'équipe de sport ou peu importe. Oups, je vais toujours dans le mauvais sens. Alors ensuite, on va parler de la prévention des agressions sexuelles, et de la violence sexuelle. Donc, dans un jeune âge, évidemment, c'est relié beaucoup au consentement, c'est relié à l'expérience, hein, de savoir quelles sont nos limites, quelles sont les situations appropriées ou celles qui ne le sont pas. Et puis, quand les enfants grandissent, on va aborder aussi la question, hein, à cause des jeux, des chats, des réseaux sociaux et de toutes les applications qui pullulent aujourd'hui où est-ce que, on est amis avec des gens qu'on connaît pas et qui nous réclament parfois des images ou des choses comme ça. Donc, il y a énormément de stock à dire là-dedans et souvent les parents, sont très peu, outillés. La plupart, en fait, des parents, je dirais de ma génération, de mon âge, ne se doutent même pas, en fait, de ce qui se passe derrière les écrans. J'en ai fait l'expérience moi-même d'être assez, étonnée, à quel point ça peut impacter les jeunes et donc voilà, ça va être très intéressant d'en parler, avec vous les parents. Ensuite, on va aborder la question de la pornographie et de comment en parler. Parce que oui, c'est pas une option, en fait, il faut en parler. On sait que les enfants, aujourd'hui sont exposés à du contenu, à caractère pornographique dès l'âge de 9 ans, 10 ans. Il y a des études qui ont montré ça. Alors, à 9 10 ans, on n'est pas toujours équipé, mature pour comprendre ce que ça peut signifier. Évidemment, il y a un âge où ça intéresse les enfants, mais encore là, développer un esprit critique et apprendre comprendre que, ce qu'on peut voir sur internet ou dans des vidéos n'est pas toujours une représentation honnête de la réalité ou de ce à quoi peut s'attendre, heu,
jeune, pour ses premières expériences, peut-être sexuelles. Alors, c'est très important parce que la pornographie a également énormément de stéréotypes, beaucoup, beaucoup de rôles sexuels, de domination, de sexisme, et de violence. La culture de la violence est très présente. Alors ce sont des codes que, je vais aborder avec vous pour que vous ayez les outils d'en parler avec les enfants. C'est vraiment super important à tous les âges et aussi en prévention de les avertir que tôt ou tard, ils vont tomber sur des choses, puis que ça vaut la peine de savoir que c'est pas exactement, ça la vraie vie. Donc, ensuite, ben, c'est à voir comment en parler, mais c'est sûr que c'est important d'être capable de répondre aux questions et d'avoir des discussions franches là-dessus. Alors, le dernier atelier va parler des réseaux sociaux et de l'estime de soi. Donc, j'ai pris l'angle de poursuivre, évidemment, comme on va parler beaucoup, hein, des réseaux sociaux puis des nouvelles technologies de l'information qui donnent, plein, plein d'accès, plein, plein d'outils intéressants pour les jeunes, mais qui participent justement à cette éducation, à la santé sexuelle, pas toujours de la bonne façon. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler avec les enfants, puis, d'en faire une utilisation, de comprendre un petit peu les impacts et les conséquences de ce qu'on peut, exposer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est souvent là, la plupart des réseaux sociaux, c'est autour de 12, 13 ans que les enfants ont le droit d'avoir des comptes, sauf que dans la réalité, la plupart vont y avoir accès plus tôt. Alors, c'est vraiment important de comprendre, hein, que la circulation des images, la propriété intellectuelle et cetera, donc et puis à savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, puisque évidemment, parfois on peut créer, des situations problématiques quand on diffuse les images de d'autres gens ou qu'on récupère les images de d'autres gens. Donc toutes ces choses-là sont vraiment super importantes, ces discussions à avoir de temps en temps, pas juste une fois, mais à plusieurs âges. Et évidemment, je les relie avec l'estime de soi parce que, réellement, il y a un enjeu à ce niveau. On le voit, les études aussi le montrent que les enfants qui sont de plus en plus exposés aux réseaux sociaux, heu, ben, vont développer parfois, des perceptions d'eux-mêmes qui sont un petit peu, tordues ou qui reflètent pas justement, une vraie compréhension de la réalité. Donc, heu, on va en parler, puis on va voir, si ça vous donne quelques clés aussi pour, la discussion avec vos enfants. Alors finalement, ben, tout au long, de vos visionnements des différentes capsules, vous y avez accès comme vous voulez. Je vais les enregistrer de manière autonome, donc vous pouvez, y revenir aussi si vous voulez. Mais quel que soit le sujet et si vous avez des questions sur l'ensemble de la série, alors vous m'écrivez nataliealbertini5@gmail.com et puis vous pouvez aussi passer par mon site web, pour m'envoyer des questions. Ne vous gênez pas, de toute façon, les capsules vont être sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi poser vos questions en dessous, du vidéo. Je vous encourage vraiment à le faire, puis à revenir vers moi pour vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, peu importe votre question. Alors, ben, je vous souhaite, une très belle série, et puis, ben, merci de me laisser vos commentaires. Merci de m'en reparler. Au plaisir.